Moi, c'est Poéveil de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons à notre rapport à la science et à sa place dans nos sociétés à l'aube de ce monde transformé. Nous nous sommes donc penchés sur la récente étude commanditée par l'entreprise 3M sur l'état de la science dans le monde. Nous avons tenté d'apporter une perspective locale à ce sujet, ainsi qu'une réflexion sur la dualité entre science et culture. Tout cela avec l'aide de notre invité Olivier Poté, directeur du Farenatura. À suivre donc une conversation avec Olivier Poté. Olivier, Yorana. Yorana, Poéveil. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Olivier Poté, je suis le directeur du Farenatura depuis 2020. Précédemment, j'étais directeur de la Fondation Agir contre l'exclusion et encore avant, directeur de l'ADI Polynésie. Ok. Alors, on va commencer directement. Alors, selon toi, est-ce qu'après la pandémie que l'on vient de vivre et toutes les polémiques et débats scientifiques autour de ça, les gens ont toujours foi en la science et est-ce qu'ils devraient toujours avoir foi en elle ? Alors, c'est une bien bonne question. Alors, effectivement, quand on a vu passer tous les articles sur la pandémie, les théories diverses et variées, etc., on peut se poser cette question-là. Alors, c'est intéressant de regarder dans les détails. Donc, il y a le CNRS qui produit des études très régulièrement depuis quasiment une cinquantaine d'années sur les rapports entre les Français et la science. Et la dernière étude a été diffusée fin 2021. Donc, elle prend en compte les éléments liés à la pandémie de Covid-19. Donc, les chiffres sont assez intéressants. Alors, s'ils sont plutôt rassurants d'un certain côté, puisque cette étude, elle donne 88% de confiance auprès de la science pour les Français. Donc, très majoritairement, les Français font beaucoup confiance à la science. Et c'est finalement un pourcentage qui est constant. Tu vois, il y a 20 ans, c'était presque 90%. Donc, ça n'a pas beaucoup diminué. Donc, globalement, il n'y a pas en tout cas dans la population française, il n'y a pas une opposition grandissante qui est faite à la science. Ce qu'on a pu observer pendant la pandémie, c'est probablement lié aux réseaux sociaux qui permettent d'amplifier certaines théories. Alors cette étude, elle donne aussi un autre chiffre qui est quand même assez intéressant, c'est celui de 4 personnes sur 10 qui pensent ou acceptent des théories dites complotistes ou conspirationnistes. Mais finalement, ce ratio-là, il n'a pas changé depuis une cinquantaine d'années. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus présent sur les réseaux sociaux parce que justement ces outils-là permettent de donner de la visibilité à des théories ou des idées qui étaient moins largement diffusables par le passé. Mais dans le fond, finalement, la population française fait toujours beaucoup confiance aux scientifiques. Et ça tranche, je vais te donner 2 autres chiffres qui sont assez intéressants dans cette étude, ça tranche avec les autres catégories de gens à qui on pourrait faire confiance, on pourrait s'imaginer faire confiance. Donc la confiance chez les hommes politiques aujourd'hui, c'est 30%. Donc à comparer aux plus de 80% vis-à-vis des scientifiques. Et il y a un autre chiffre aussi qui est plus perturbant, c'est la confiance que les Français font aux journalistes. Et là, pour le coup, ça a fortement chuté et aujourd'hui, il y a 50%, donc la moitié des gens qui font confiance aux journalistes. Ça veut dire qu'il y a la moitié des gens qui font de moins en moins confiance aux journalistes. Donc les scientifiques, dans leur ensemble, tirent bien leur épingle du jeu puisqu'ils bénéficient encore d'une grande confiance de la population. Ok. Donc ouais, on fait confiance aux scientifiques, mais pas forcément aux dirigeants et aux grands médias mainstream. Ok. Alors, tu diriges le Farenatura qui a pour objectif de vulgariser les connaissances scientifiques et culturelles pour les transmettre donc au grand public. Pour toi, quelle est la place de la science en Polynésie ? Alors, je dirais la science, elle est universelle, donc elle a sa place partout dans le monde. Lors des mondes anticipés qui avaient été organisés par Pacific Venturi, je racontais une petite anecdote. C'était des ethnologues qui débarquent sur les hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les années 80 et qui y vont pour en fait étudier les rapports, les connaissances scientifiques des populations autochtones vis-à-vis des plantes. Et en fait, ils se rendent compte que ces populations-là, isolées sur les hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont développé un système de classification des plantes qui est quasiment le même que la classification de Linné. Donc, c'est la classification qui est en cours aujourd'hui de par le monde et qui date ici en Europe du XVIIIe siècle. Donc, finalement, on le voit que la démarche scientifique, elle est similaire partout dans le monde, à chaque époque. Et finalement, on a de la convergence des sciences
quand on fait ce boulot-là de comparaison entre les différentes civilisations ou cultures. Donc la science, elle est universelle et c'est encore plus vrai en Polynésie puisque alors je dis souvent ça, la culture polynésienne, c'est une culture de l'observation. Et la science, en fait, la base de la science, c'est l'observation. Hein. Ce qu'on définit comme étant la science, c'est un cycle de méthodologie donc, qui passe par l'observation, l'émission d'hypothèses, l'expérience qui permettent de valider ou non ces hypothèses. Puis enfin, en fonction des hypothèses validées, l'édiction de lois ou de grands principes généraux. Donc finalement, la base de la science, c'est bien l'observation, et la base de la façon dont les peuples du Pacifique ont construit leur connaissance, c'est l'observation. Donc tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les sciences polynésiennes, alors les plus connues sont sûrement les sciences de navigation, hein, qui sont extrêmement performantes, relève de cette démarche d'innovation, d'observation, d'hypothèse et de vérification. Il y avait une très belle phrase de Jean-Claude Terry-Terey, donc qui avait travaillé sur la navigation océanienne et qui, par ses recherches, avait émis cette idée que finalement, pendant longtemps, on avait considéré que les cultures du Pacifique étaient des cultures de l'oralité et donc éloignées de la démarche scientifique. Mais par ses travaux, on s'est bien rendu compte que non, on a bien des démarches qui sont scientifiques. Alors depuis, ça a été reprouvé à de multiples reprises. Il y a un article très rigolo qui était sorti il y a une dizaine d'années. C'était fait par des Norvégiens qui s'étaient intéressés à Mangareva et qui avaient, via la langue de Mangareva d'ailleurs, retrouvé des connaissances mathématiques. Donc Mangareva, c'était un haut lieu d'échange dans la partie est de la Polynésie. Et donc, il fallait compter ce qu'on échangeait, donc compter le taro, compter la canne à sucre. Et donc, les Mangaréviens avaient imaginé un système mathématique à base binaire, ou en tout cas très proche d'une base binaire, ce qui a été finalement imaginé par les Européens bien plus tardivement en Europe. Et donc, finalement, tu vois, on a partout dans le monde, finalement, des démarches scientifiques qui relèvent toutes de la même méthodologie. Oui, voilà, ça me fait penser à ce que le ministère de Nouvelle-Zélande, de l'éducation en Nouvelle-Zélande disait, c'est "We were always a scientist". Donc, ouais. Exactement. Tu vois, je te l'avais noté à côté pour te la sortir, mais ok, encore mieux. J'ai anticipé. Mais c'est une très très bonne remarque, effectivement. Donc c'est une campagne qui a été menée par le ministère de l'Éducation de Nouvelle-Zélande l'année dernière pour essayer d'inciter les jeunes Maoris à reprendre ou en tout cas aller vers des études supérieures scientifiques. Alors ça se déclinait sous la forme des scientifiques, des ingénieurs, mais aussi des artistes, des agronomes. Et c'était intéressant puisque la campagne, elle était basée sur deux phrases qui sont vraiment chouettes. Alors je te les traduis en français, hein, donc pour celle pour les scientifiques, c'était nous avons toujours été un peuple de scientifiques, tes ancêtres étaient des innovateurs scientifiques, étudie les sciences et transmets leur héritage dans le futur. Donc je trouve que c'est très bien résumé finalement l'idée de se dire que c'est pas quelque chose de nouveau et cette question de l'accès aux sciences et de la connaissance des sciences, elle est fondamentale. Et un petit point d'actualité, hein, puisque le député polynésien Tematei Legaïc est intervenu à l'Assemblée cette nuit pour demander justement une meilleure prise en compte des problématiques des étudiants polynésiens. Et il a rappelé un chiffre qui fait un peu froid dans le dos malheureusement pour la Polynésie. On a un tiers seulement des bacheliers qui vont s'orienter vers des études supérieures, ce qui est très inférieur à ce qu'on peut voir en métropole, ce qui est très inférieur à ce qu'on peut voir même dans les grands pays voisins du Pacifique. Et donc effectivement, en Polynésie, je serais tenté de dire comme en Nouvelle-Zélande, il y a cette nécessité de redonner finalement cette valeur à la science et aux études scientifiques et puis de redonner accès à ces études aux jeunes Polynésiens. Ok, super. Bon, on a anticipé beaucoup de questions là, mais c'est pas grave. Donc, du coup, on disait qu'on avait souvent tendance à dissocier science et culture. Est-ce que cette distinction, elle est pertinente? Non, elle n'a pas vraiment de sens, hein, bien entendu. Hein. La science et la culture, ça relève de la même volonté de l'espèce humaine. Hein. La culture, c'est la façon, ce qu'on appelle culture, hein, c'est la façon dont les hommes s'organisent pour mieux vivre dans un endroit, et notamment la question de se partager les ressources. Donc, produire des ressources, accéder à des ressources, les produire, et puis se les partager. C'est une définition très simple de la culture. Et finalement, la science, c'est une des composantes de cela. Hein. La science, elle va permettre d'identifier les ressources, de réfléchir à comment les partager,
partagé. Donc, distinguer science et culture, c'est vraiment une aberration. Et c'est finalement une aberration qui est assez récente, puisque, tu vois, en Europe, on scinde les approches culturelles des approches scientifiques depuis à peu près 150 ans. Les grands scientifiques de la Renaissance, ou même encore avant du Moyen-Âge, ou même si on remonte plus loin en Grèce ou en Égypte, finalement, on avait bien une fusion des sciences sociales, dites sociales, et des sciences dites dures. Donc oui, c'est complètement absurde d'opposer science et culture. Ça relève exactement de la même démarche. Ce qu'on dit souvent au Farenatura, c'est que c'est deux chemins pour accéder à une même connaissance, mais on accède bien à une même connaissance. Voilà, il y a autant de chemins que de personnes possibles, et donc science et culture sont conciliables. D'accord. On va revenir un peu à ce qu'on évoquait plus tôt. Donc, ma question, c'est est-ce que ceux qui délivrent les messages scientifiques, donc les experts, les médias traditionnels, les réseaux sociaux, ont, à ton avis, enfin, selon toi, une responsabilité vis-à-vis des populations? Bien sûr, ils sont responsables, ils sont pleinement responsables. Les personnes qui détiennent des connaissances sont responsables de la diffusion de ces connaissances. Elles ne leur appartiennent pas. Les connaissances, elles appartiennent à l'espèce humaine dans son ensemble. Et donc, ils sont responsables de cette diffusion. Donc oui, ils sont tout à fait responsables. Et leur rôle, c'est bien justement de permettre de vulgariser ces connaissances et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Il n'y a aucune raison que la science soit réservée à une pseudo-élite. La science, comme on vient de le dire, c'est un bien commun, ça appartient à tout le monde et ça doit être accessible à tout le monde. Ok. Et donc tout à l'heure, pour terminer, tu disais que les bacheliers en Polynésie, ils n'allaient pas vers des études supérieures. Et à ton avis, quel est l'avenir de ces Polynésiens et est-ce que leur avenir serait dans la science, justement? Alors, je répondrai en deux temps. Alors, ma première réponse, ça va être est-ce que finalement, pour faire de la science, on est obligé de faire des études supérieures? Tu vois, il y a déjà cette première interrogation. On a tendance, alors ça c'est très franco-français, à donner de la valeur aux diplômes, mais les diplômes ne font pas la valeur de l'homme, donc de l'homme avec un grand H, bien entendu. Donc on peut déjà se poser cette question, est-ce que l'université, c'est le seul moyen de faire de la science et de produire de la connaissance? La réponse est non. La science, elle peut être faite autrement. La science, c'est une volonté, comme on le disait, de comprendre son environnement, d'essayer d'y donner un sens pour mieux y vivre. Et donc, finalement, voilà, il n'y a pas forcément que les études supérieures qui le permettent. Après, Tematei a bien circonscrit le problème. La problématique en Polynésie, c'est avant tout une problématique économique et une problématique d'isolement géographique. Il donnait l'exemple, je crois, de Fatou Iva. Donc, il disait, voilà, pour un jeune de Fatou Iva qui veut ne serait-ce même aller étudier à Tahiti, c'est une nuit de bateau et puis 2 heures de vol, et c'est un coût de plus de 1 000 €. Donc, finalement, voilà, cette question de l'accessibilité des études supérieures, elle se pose vraiment en Polynésie de par l'éparpillement des populations. Et puis, il y a aussi l'offre de formation qui est disponible ici en Polynésie. La Polynésie, ça reste un petit territoire, c'est moins de 300 000 personnes. Ça fait une petite agglomération de métropole, entre guillemets. Et donc, forcément, l'offre de formation qui est disponible sur le territoire n'est pas complète et va imposer à des étudiants de partir ailleurs, alors soit en France, soit en Nouvelle-Zélande, soit au Canada, soit aux États-Unis, soit à Hawaï d'ailleurs, pour poursuivre leur scolarité. Donc il y a à mon avis, ces deux freins-là, mais qui ont été très bien expliqués par le député Tematei Le Gaïc, et qui met bien en avant cette problématique d'isolement et d'éloignement géographique des populations. Ok. Merci. C'était super. De rien. C'est un plaisir. Répondu à tout. Super. J'avais un truc que je voulais te parler aussi. J'ai oublié d'en parler. C'était par rapport à cette question, tu sais, pendant la pandémie, les scientifiques, ils savent pas. Tu sais, les gens, ils disaient, oui, mais un coup, faut mettre un masque, un coup, faut pas mettre de masque, etc. Et ça a pu être mal compris par la population. Et en fait, c'est pourtant une des composantes essentielles de la science. C'est ce qu'on appelle le doute. Donc, le doute cartésien, le doute méthodologique. La science, en fait, ne détient pas la vérité. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir est-ce que la vérité existe, est-ce qu'il n'existe pas des vérités finalement, et la science n'est pas détentrice de la vérité. Et donc ça, souvent dans la tête des gens qui sont peut-être moins au fait de ce que c'est que la démarche scientifique, il y a cette envie, et qui est peut-être un peu légitime d'ailleurs, que les scientifiques
si on leur pose une question, il faut qu'ils aient la réponse. Alors que le principe de la science, je dirais, le meilleur scientifique, c'est celui qui dit « je ne sais pas » quand il ne sait pas. Et donc, du coup, voilà, il faut garder en tête que la science, elle évolue et que ce qui peut être perçu comme une vérité aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Il y a 400 ans, les scientifiques européens étaient persuadés que les coraux, c'était des morceaux de cailloux. Aujourd'hui, on sait que c'est des êtres vivants qui dépendent du règne animal. Et peut-être que les connaissances qui sont données aujourd'hui ne seront plus tout à fait vraies ou différentes, en tout cas à l'avenir. Donc la science, elle est en perpétuelle évolution et elle accepte de se tromper et de revenir. Et donc c'est ce qu'on appelle le doute. Et donc il ne faut jamais oublier que quand on pose une question à un scientifique, eh bien la réponse, ce n'est pas la vérité, c'est la vérité du moment, sur base des éléments dont dispose le scientifique pour répondre. Mais voilà, il n'a pas la science infuse, comme on dit. Ok, merci beaucoup Olivier. Merci merci à toi. Pour ce petit point en plus qui était très intéressant. Si tu veux en savoir plus sur l'état de la science dans le monde, mais aussi au Fénois, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificmonturie.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer aucun numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana!